Donc cette évolution a été amorcée en 97-98, à une période où on se préoccupait beaucoup de la prolifération des armes de destruction massive et de trouver un moyen de dissuader les pays qui cherchaient à s'en doter de s'en doter justement. Et la réflexion s'est portée sur la dissuasion nucléaire. Était-elle capable d'être efficace face à cette prolifération? C'était l'objet de débats sur la crédibilité d'une telle dissuasion au travers de l'histoire passée. On a estimé que c'était effectivement possible à condition que cette dissuasion ne soit pas un tout ou rien, c'est-à-dire que la menace dissuasive ne repose pas sur une bordée de nucléaire trop volumineuse. Faut savoir qu'une bordée d'un sous-marin lanceur d'engins, c'est une centaine de têtes et un total qui représente quasiment 1000 fois Hiroshima, et qui, à l'évidence, face à une puissance régionale dotée de quelques armes de destruction massive, ne pouvait pas être crédible. Donc ça passe par une réduction du potentiel. Donc ça passe par des frappes qui peuvent être moins massives que celle-là, mais terrifiantes malgré tout, puisque on ne doit pas oublier qu'il a suffi d'une arme nucléaire ou de 2 armes nucléaires pour arrêter une guerre mondiale en 1945, et par conséquent, quand la menace d'une arme nucléaire ou de 2 têtes nucléaires doit être très efficace pour dissuader des puissances régionales de se doter et d'utiliser ces armes de destruction massive qui seraient être des missiles à portée de l'ordre de 1000 km avec des têtes chimiques, bactériologiques, voire nucléaires. On a quand même un petit peu de mal à imaginer que contre une batterie de Scud, on va employer une arme nucléaire. Politiquement, c'est quand même quelque chose qui est très difficile à faire passer. Cela dépend de ce qui est sur les Scud et ce que les Scud vont viser. Il ne faut pas voir les Scud comme une batterie de roquettes type les orgues de Staline, mais des armes qui peuvent amener des explosifs chimiques ou bactériologiques sur des villes. C'était un petit peu ce qu'on craignait de la part de Saddam Hussein dans la première guerre du Golfe qui menaçait Israël par exemple avec de telles armes. Et dans ce cadre-là, le fait de l'en dissuader par une attaque nucléaire ciblée me paraît possible et efficace. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu dans ce domaine-là une telle manœuvre entre les Américains et les Irakiens. En tout cas, on pense que ça a eu un impact sur un certain nombre de puissances régionales qui finalement ont renoncé peut-être à s'équiper. Probablement assagit un certain nombre de puissances régionales dans l'idée de l'inutilité de s'équiper de telles armes puisque elles ne pourraient pas les employer étant soumises à une dissuasion très ferme et sans concession à cet égard-là. Donc je pense que ça a effectivement eu un impact positif dans ce domaine. Le nucléaire, vous disiez tout à l'heure, pour être une grande puissance politique, il faut être une grande puissance militaire, et là-dedans, le nucléaire, c'est indispensable. Oui, pour avoir la politique étrangère, pour reprendre des formules anciennes, s'appuie sur la puissance militaire, s'exprime par la diplomatie et se protège par les forces de police. Et donc il faut avoir une puissance militaire, une autonomie stratégique, et cette autonomie stratégique s'appuie sur une garantie de sécurité, et c'est une garantie absolue, c'est pas une garantie de sécurité contre tel ou tel pays, mais c'est une garantie absolue que seule donne l'arme nucléaire. Et l'arme nucléaire donnant cette garantie de sécurité, elle vous permet d'avoir cette autonomie stratégique qui permet de s'exprimer avec une liberté de ton que vous ne pouvez pas avoir si vous n'avez pas cette puissance-là. On parle régulièrement, et là c'est revenu un petit peu au goût du jour, d'une force commune, d'un partage avec les Britanniques. Qu'en pensez-vous ? Je pense que la situation n'est pas mûre du tout pour un partage avec les Britanniques qui n'a aujourd'hui aucun sens dans la mesure où les politiques françaises et britanniques ne sont pas uniques, elles ne sont au mieux parfois coordonnées, mais loin d'être uniques, on l'a vu dans tout un tas de situations tendues. Et donc, partager l'arme nucléaire ne signifie rien. L'arme nucléaire est l'arme d'un pouvoir exécutif unique et fort, et c'est pour ça qu'on la retrouve uniquement dans les pays qui sont dotés de ce pouvoir exécutif unique et fort. C'est donc en particulier dans le cadre de l'Europe un long chemin à parcourir avant d'arriver à une telle éventualité. L'Europe, par contre, on pourrait peut-être dire, nous on assure la sécurité de l'Europe, mais ça c'est un petit peu de mal à passer. On n'assure pas la sécurité de l'Europe avec une arme nucléaire en le décidant comme ça, mais on
on peut faire comprendre que l'arme nucléaire britannique d'une part et française d'autre part a un impact positif sur la sécurité de l'ensemble des pays de l'Union européenne, à la seule condition, plus ou moins réalisée aujourd'hui, d'en parler avec nos partenaires européens, d'échanger avec eux sur ce que recouvre cette sécurité, sur la vision du monde et sur le ton que l'on veut donner à la politique étrangère commune, ce qui aujourd'hui est quand même notoirement insuffisant.